Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar dit non au référendum constitutionnel voulu par le président de la République. Les juges ont émis un avis défavorable à la demande du chef de l'État, André Joël, d'organiser un référendum le 27 mai, même jour que les élections législatives. Pour la plus haute juridiction du pays, la réforme qui prévoit notamment la suppression du Sénat devra d'abord être approuvée par le Parlement avant de passer au processus référendaire. Puis question dans 20 minutes sur la lutte contre le paludisme, maladie responsable du décès de plus de 400 000 personnes chaque année dans le monde. Mais d'importants progrès réalisés ces dernières années ont permis de faire reculer la maladie dans certains pays du continent, à l'instar du Sénégal. L'Afrique face à l'explosion démographique et à l'urbanisation rapide, des phénomènes qui posent nécessairement la question du logement. Seulement voilà, l'Afrique est en panne de ses habitations alors que plusieurs millions de ces logements sociaux sont attendus chaque année. Et voici mes invités de ce soir. Grégory Sileni, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chargé de communication du TEM, Tous Ensemble pour Madagascar, donc une coalition qui soutient le président de la République, André Joël. Avec vous, on va donc pouvoir débattre très longuement de l'actualité à Madagascar. Sur ce plateau également, Sega Goundiam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant en management, normes et contrôles internes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau également, Blaise Ndoumbe-Youm, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Merci à tous les trois d'être présents ce soir. Place à l'actualité. Le référendum initialement prévu à Madagascar le 27 mai, le jour des élections législatives, est donc reporté. Réforme qui prévoit notamment de supprimer le Sénat. La Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a rendu jeudi dernier un avis défavorable. Cette décision, un revers bien sûr pour le président de la République, André Joël, qui doit d'abord, dit la Cour, soumettre son projet au Parlement avant tout référendum. C'est un sujet de la rédaction. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle se dit défavorable au référendum sur la Constitution. La Cour rejette les arguments juridiques du président de la République, André Joël, pour justifier la tenue de ce référendum désormais reporté. Les Malgaches devaient se prononcer le 27 mai, le même jour que les élections législatives, pour cette modification de la Constitution, une volonté de la présidence. On se soumet parce que nous respectons la loi. Selon les explications de la Haute Cour constitutionnelle, on doit attendre la mise en place de l'Assemblée nationale avant de procéder à la révision des dispositions de la Constitution. La plus haute juridiction malgache estime que le projet devrait d'abord être approuvé par les députés avant d'être soumis au vote des électeurs. Cet avis, un camouflet pour le chef de l'État qui, à travers cette révision constitutionnelle, veut supprimer le Sénat. Une réforme qui fait réagir la classe politique. Elle dénonce une absence de concertation. Il faut un échange entre toutes les parties prenantes et les partis politiques avant de prendre une telle décision. Modifier la Constitution, ce n'est pas comme corriger une faute dans une lettre. S'il veut passer en force, il verra les conséquences. Voilà ce que je vous dis. Il ne faut pas oublier que le pouvoir n'appartient jamais aux dirigeants. Il appartient au peuple. S'il tente de passer en force, il piétine la Constitution et ce n'est pas moi qui répondrai à ça, mais le peuple. Cette décision de la Haute Cour constitutionnelle a été saluée par l'opposition et la société civile pour qui, avant la tenue du référendum et conformément à la Constitution, le projet de loi doit d'abord être approuvé par les 3/4 des membres du Parlement. Alors la révision de la Constitution doit donc attendre l'installation de l'Assemblée nationale. Grégory Sileni, je rappelle que vous êtes donc chargé de communication du TEM, une coalition qui soutient donc le président de la République. Alors donc désormais, il faut soumettre le projet à l'approbation du Parlement. Alors là, ça rend compliqué l'aboutissement de ce projet voulu par le président de la République. Est-ce que justement, en voulant s'y soustraire finalement, est-ce que le président n'a pas voulu, en tout cas, éviter cette difficulté, puisqu'il est quand même un petit peu compliqué d'envisager que le Parlement va, en quelque sorte, approuver d'être amputé de l'un de ses membres, quelque part.
Alors, il faut recontextualiser un peu ce qui s'est passé à Madagascar depuis l'arrivée du nouveau président de la République, son Excellence Andry Rajoelina. Il y a une situation d'urgence à Madagascar. Vous savez, j'ai pas forcément très envie de rappeler les chiffres, mais on fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Donc la tâche était très difficile. Et le président, on l'a vu, il a voulu montrer un certain pragmatisme, beaucoup de rapidité dans tout ce qu'il fallait faire dans l'agenda politique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peu de temps après son investiture, 3 jours après, on a eu la nomination du Premier ministre qui est arrivé très rapidement et qui a montré très rapidement aussi la différence qu'il y a pu avoir avec le régime précédent. On avait attendu plusieurs mois pour attendre la nomination du Premier ministre. Après, concernant nos institutions, il y a aussi cette difficulté qui empêche finalement d'agir rapidement, parce que quand on est dans une situation aussi urgente où se trouve Madagascar, le temps est compté et malheureusement les législatives n'arrivent que le 27 mai. Donc là, notre président, il a voulu toujours montrer son pragmatisme en disant qu'il fallait donc coupler les élections législatives avec ce référendum, ce qui permettait déjà d'un point de vue financier de converger, d'organiser ces deux choses quand on sait qu'il y a toujours l'aide internationale pour l'organisation des élections. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie politique derrière, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'éviter de soumettre le projet au Parlement avec le risque, bien sûr, qu'il soit rejeté? Je ne pense pas, fondamentalement non, parce que si on regarde, on met un peu ça, on prend un peu d'auteur et on regarde un peu comment ça se passe, la situation à Madagascar d'un point de vue électoral. Depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, le président Andry Rajoelina remporte toutes ses élections, que ce soit à la mairie à Madagascar, la mairie de Tananarive, où il a remporté à plus de 67% et a battu le record pour remporter la municipalité de Tananarive. En 2013, il a soutenu le président Rajoelina, c'est lui qui a été élu, sachant qu'il n'avait pas une très grande notoriété à Madagascar et sur la Grande Île. Et la majorité parlementaire jusqu'à présent, c'était aussi le MAPAR, qui était la coalition autour de Andry Rajoelina, qui était majoritaire aussi au Parlement. Donc tout cela montre, et aujourd'hui bien évidemment il a été réélu, donc tout cela montre qu'il a une popularité et il y a un assentiment fort et une volonté en tout cas du peuple de le soutenir. Je pense que là il était vraiment une question de timing, une question de temporalité, gagner du temps, et parce que vous avez parlé du versant par rapport au Sénat, ce qui est une chose, parce que l'idée c'est de faire des économies et redéployer cet argent économisé pour notamment le financement d'universités, d'infrastructures. Et par ailleurs, le point le plus important et central est la décentralisation effective à Madagascar. Ça, je pense que là, on touche un point très important et sensible, c'est que dans un pays aussi grand que Madagascar, plus grand que la France, je le rappelle, c'est important qu'on ait vraiment des acteurs locaux qui viennent être au plus près des populations pour répondre aux besoins de la population malagasy. Alors, Sega Goundiam, je crois que vous n'étiez pas totalement en accord avec Grégory Sileni sur peut-être la stratégie du président de la République. 3 choses. 1, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas simplement une majorité à l'Assemblée, il faut une majorité qualifiée des 3/4. Beaucoup plus compliqué que de dire qu'il gagne toutes les élections. Premier point. Deuxième point. Vous dites la situation de Madagascar parmi les pays les plus pauvres. Vous croyez sérieusement que le fait de supprimer un Sénat et de mettre en place une plus grande décentralisation, ce qui prendra du temps, le temps que ce soit fait, ça va changer quoi que ce soit dans l'immédiat, à quelques semaines près, par rapport au 26 mai? J'en doute. Le 27. Troisième point. Moi, je suis assez embêté avec cette question. Ou bien ce sont des amateurs qui ne connaissent pas la Constitution et qui ont envisagé ce couplage, que je peux comprendre financièrement. Ce sont des amateurs, ou bien ils le savent, ils ont juste voulu faire un coup politique et un coup médiatique de communication. Vous êtes un communicant, vous pourrez peut-être y répondre. Blaise Doumbédou. Je ne suis pas très éloigné de ce point de vue. Il s'agit d'un problème technique. On a soumis à la haute institution de justice malgache qui a décidé, ce sont des juges aguerris, et qui ont estimé qu'il n'était pas possible de passer outre l'avis du Parlement. Et comme le Parlement est en fin de mandat, il eût été judicieux d'attendre
il n'y a pas de précipitation, même quand on a envie de résoudre des problèmes d'urgence. Il nous a parlé de l'urgence économique qui ne va pas, comme l'a dit mon copanéliste, il va de soi que ce n'est pas en quelques mois que ça va être résolu. Il faudra un nouveau Parlement. Ce nouveau Parlement va avoir ce projet qui va lui être proposé, il appréciera. Si les 3/4 le valident, il pourra passer au référendum pour que le peuple le valide éventuellement, parce qu'il n'est pas obligé de l'accepter. Par ailleurs, il y avait un projet derrière, ce projet de décentralisation dont on n'a pas parlé, qui sous-tend ce changement radical quand même constitutionnel, hein, c'est important. Oui. Il voudrait passer des représentants des régions, je crois qu'il y en a 23, 22, et passer maintenant à des gouverneurs de région. C'est-à-dire que ce sera des gens soumis à l'autorité de l'État. Donc, ils ne devront plus être soit élus, soit représentés. Voilà. Donc, ça change la donne quand même. Alors, les intentions sont peut-être bonnes, mais même en politique, quand les intentions sont bonnes, il faut les soumettre aux institutions, notamment le Parlement. Et donc, il devra attendre. Voilà, tout simplement. Il est soumis à ce que la Constitution lui impose. Les hauts juges lui ont rappelé qu'il faille respecter ces règles. Eh bien, il devra les respecter. Grégory Sileni. Alors, pour revenir un peu pour ce que viennent de dire mes co-débatteurs, il y a plusieurs choses, je pense, qu'il faut souligner. La première, c'est que donc il y a eu le bilan qui a été rendu par le président de la République pour ses 100 premiers jours. Je pense que les 100 jours ont toujours une symbolique très forte en politique, c'est-à-dire ça montre le ton, ça montre l'impulsion, ça montre aussi, je pense, si on pourrait qualifier ainsi, une sorte de rupture entre le temps des promesses de campagne et le temps effectif de l'application de ce que peut faire un appareil étatique. Or, on voit sur tous ces points-là, le président, en tout cas, s'attelle à engager vraiment ce qu'il a dit lors de la campagne, ce qui a été matérialisé par le mot malgache qu'on appelle les vilran, c'est-à-dire des engagements qui sont faits auprès de la population. Et l'une de ces promesses, notamment, c'était sur la suppression du Sénat. La deuxième chose, c'est le Conseil des ministres, au mois de février, a mis un terme donc au chef de région. Jusqu'à aujourd'hui, d'où je parlais un peu d'urgence et de la temporalité, hein, tout est relatif, mais je pense que c'en est une très importante. On a actuellement donc des intérimaires qui sont présents au niveau des localités, donc il y a urgence quand même à ce qu'il y ait cette décentralisation qui se fasse. Après, je pense la troisième chose que je voudrais dire, c'est que bon, le président, il a reconnu, il s'est exprimé en disant que il se soumet au jugement et de la Haute Cour constitutionnelle, que c'est un démocrate et il s'y pliera. Et puis ce qu'il a voulu mettre aujourd'hui en œuvre, bah, ça prendra un peu plus de temps malheureusement. Bon, c'est du temps, moi je pense qu'il s'est un peu perdu pour notre pays, mais on attendra donc les législatives du 27 mai qui donnera son verdict. Alors, est-ce que du côté du TEM, vous êtes dans le même état d'esprit que lorsque vous optiez pour la voie référendaire directement sans passer par le Parlement? Maintenant que vous devez passer par le Parlement, comment vous vous positionnez exactement? Vous savez, nous, on pense que ce qu'on vous disait, c'est que de toute façon, c'est ce qu'on a un peu tenu durant toute la campagne. C'est-à-dire que Madagascar, en fait, il y a tellement eu de retard et tout le monde s'accorde à dire que c'est pas normal vu la situation sociale, la situation du peuple. Quand on voit, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que normalement notre pays ne devrait pas être dans cette position-là au niveau des différents classements. Donc l'urgence, elle est tellement grande que nous... Mais en quoi la suppression du Sénat peut avoir un impact sur la situation économique et sociale des Malgaches à l'heure actuelle? Après, vous savez, derrière la suppression du Sénat, il y a plusieurs choses qui s'expriment derrière cela. Il y a la première, la dimension bien évidemment financière. Après, il y a la deuxième chose au niveau de est-ce que ça correspond en termes de système politique? Est-ce que ça correspond à Madagascar? En tout cas, nous sommes tous convaincus que non. En tout cas, une grande partie de la population malgache. Et par ailleurs, je reste convaincu qu'un quinquennat, c'est très court. Hein. C'est-à-dire que en Afrique, malheureusement, on a fait le choix, le parti pris dans plusieurs pays de faire des mandats à 5 ans. Moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, je suis plutôt pour des septennats que des quinquennats. Surtout quand on a des politiques d'infrastructure à mettre en place, je pense que 5 ans, c'est très court. Et c'est pour ça que j'insiste et je mets en exergue la notion de temporalité, qui pour moi, j'estime, est très importante. Après, vous savez, ce que je dis au final, c'est qu'on voit vraiment que le président, il veut s'atteler sur tous les différents chantiers, notamment les transconventions, les 13 Velran qu'il a soumis au
peuple, et ça fait partie de ces 13 véléranes, la suppression du Sénat et la décentralisation effective. Chose qui n'a jamais été faite à Madagascar jusqu'à présent. On n'a toujours parlé de décentralisation, mais il n'y a jamais eu cette autonomie financière pour les différentes régions, et là, ça sera en l'occurrence des gouverneurs si... c'est pas forcément mieux que ce soit des gouverneurs dans l'absolu. Même si c'est un pouvoir direct qui va dépendre du président de la République, en l'occurrence, mais il revient aux régions de s'autodiriger, d'être autonomes. Bien sûr, bien sûr. Donc quand on fausse un peu, parce que c'est un peu son idée de passage, c'était pas un passage vraiment en force, mais elle l'a dit, Zahra, c'est un contournement quand même qui était mis en place et qui lui a été rappelé aujourd'hui par la haute cour de justice. Donc il serait important simplement qu'au lieu d'aller dans la précipitation, qu'il respecte au moins ses propres institutions. Après, il est évident qu'il sera difficile pour les députés de se couper l'herbe sous le pied, donc d'éliminer les sénateurs d'un coup de baguette magique. Il faudrait également faire le calcul, et ça ils le feront mieux que nous, quel est l'intérêt à supprimer un Sénat financièrement? Vous parlez toujours de cet aspect financier, avec ce que ça coûtera de le supprimer, d'accord. Mais derrière ça, vous allez remettre en place dans les régions un certain nombre d'institutions, parce que les gouvernants, ce sera ça aussi, même s'il y aura déjà en place, parce qu'il y a des chefs de région quand même, il y a déjà des bâtiments, etc. Mais c'est une nouvelle institution qui va falloir mettre en place, qui va devoir fonctionner. Alors je comprends qu'il y ait une volonté de pouvoir direct, mais attention, pour un démocrate tel que vous le présentez, il est fort important qu'il respecte ses propres institutions. Après, si tout le monde est d'accord, il avancera. Mais s'il veut avancer contre le peuple, avec ses représentants que sont, d'ailleurs ce sont les Malgaches qui ont validé cette constitution, avant qu'elle aujourd'hui ne soit remise en cause, qui est le Sénat, c'est les Malgaches qui l'avaient validé, qui est aujourd'hui une Assemblée nationale également, c'est les Malgaches. Donc il faut leur soumettre ça dans le cadre d'un référendum. Si ça passe, tant mieux, il continuera. Si ça passe pas, quels que soient les engagements qu'il eut pris avant, il fera face au peuple, il leur dira voilà, j'ai voulu ça, mais vous ne l'avez pas voulu. Oui, ça c'est sûr. Alors, pardonnez-moi, Sega Goundiam, je sais que vous voulez intervenir. On va continuer juste après la pause de parler de cette réforme de la Constitution voulue par le président de la République. On continue d'en parler juste après la pause. À tout de suite.